C'est l'heure du journal de l'économie avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Hélène. Chypre a donc évité la faillite et par là même une sortie de la zone euro, mais le sauvetage de l'île fait peur au marché. Oui, tout avait pourtant bien commencé, mais il a fallu une déclaration pour tout faire basculer, celle du président de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem. Dans un entretien accordé au Financial Times et à l'agence Reuters, il laissait entendre que le remède de cheval imposé aux banques chypriotes pouvait devenir la norme européenne. Les précisions de Jonathan Walsh. Après des débuts prometteurs, les marchés ont finalement vu rouge et l'euro a dégringolé après l'accord conclu par Chypre à Bruxelles. La fermeture de l'une de ses deux plus grandes banques, de lourdes pertes pour ses clients les plus fortunés et les propos du président de l'Eurogroupe, laissant entendre que ce compromis pourrait servir de modèle au futur plan de sauvetage. Jeroen Dijsselbloem a dû rectifier le tir dans un communiqué. Chypre est un cas spécifique, présentant des défis exceptionnels qui nécessitaient les mesures de sauvetage sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord. La Troïka, Commission européenne, BCE et FMI a accordé un prêt de 10 milliards d'euros. En échange, Chypre doit restructurer de manière drastique son secteur bancaire et taxer les dépôts supérieurs à 100 000 euros. Une décision loin de faire l'unanimité sur l'île. Mais pour de nombreux analystes, c'est d'abord le modèle chypriote qui est en cause. La situation de Chypre est très spécifique parce que, disons-le clairement, ces banques représentaient une part très importante du PIB. Mais leur modèle économique était également trop simpliste et rendu vulnérable par sa trop forte dépendance vis-à-vis de la dette grecque. Selon plusieurs diplomates, le président chypriote a tout de même bataillé pour que l'île reste un centre financier offshore, un statut qui lui a permis d'attirer des dizaines de milliards d'euros de capitaux étrangers ces dernières années. Alors face à la menace de retrait massif d'argent, les banques chypriotes sont donc toujours fermées ce matin. Elles devraient finalement rouvrir jeudi. En revanche, leurs filiales étrangères, elles, restent ouvertes. Oui, et pour en parler, nous sommes en ligne avec l'économiste français Jacques Sapir. Alors, vous écrivez sur votre compte Twitter que des fuites importantes de capitaux auraient eu lieu dans ces filiales des banques. Combien avez-vous plus d'où tenez-vous cette information et savez-vous à peu près de combien d'argent est-il question pour ces retraits ? Alors, c'est une information que je tiens d'opérateurs bancaires qui demandent à ne pas être cités, mais d'opérateurs bancaires qui se trouvent à Londres et à Moscou. En ce qui concerne les fuites, évidemment, chaque opérateur ne peut me dire que ce qu'il a vu et ne peut me donner qu'une estimation globale. Aujourd'hui, les estimations sont de l'ordre de 4 à 6 milliards d'euros, mais cela reste extrêmement vague. Est-ce que cela est de nature à remettre en cause l'accord, le sauvetage européen ? Cet accord a été signé. Ce qui va se passer, ou ce qui risque de se passer, c'est que l'on se rende compte qu'en réalité, la situation du système bancaire chypriote est pire que ce que l'on avait dit ou que ce que l'on avait constaté il y a de cela une dizaine de jours, et qu'en fait, le plan européen ne fonctionne pas, qu'il n'y ait pas assez d'argent. Mais comment est-ce possible ? Comment ces retraits sont possibles ? Est-ce que c'est un oubli de l'accord ou est-ce volontaire pour faire plaisir aux riches russes ? Cela restera, je pense, une grande interrogation. Est-ce que c'est par incompétence que les autorités européennes et la Banque centrale de Chypre, car elles ont été largement mises en cause l'une et l'autre, ont oublié d'étendre les mesures qui étaient prises sur les banques chypriotes aux filiales et aux banques rachetées par ces banques chypriotes, et la Cyprus Popular, qui est la banque qui va être fermée, avait racheté toute une série de banques, en particulier en Russie? C'est possible. Il est aussi possible qu'il y ait eu une connivence entre des gens de la Banque centrale chypriote, voire des gens de la Banque centrale européenne et des intérêts russes pour permettre à ces intérêts russes de se dégager de l'île de Chypre. Je pense qu'on ne le saura jamais. Merci beaucoup Jacques Sapir d'avoir réagi en direct sur l'antenne de France 24. On regarde maintenant, Karina, la tendance sur les marchés européens. Ils ont clôturé dans le rouge hier. Qu'est-ce qu'il en est ce matin ? Ils rebondissent légèrement, vous l'avez dit, après les fortes baisses d'hier, même si la prudence va sûrement être de mise aujourd'hui, tant ce plan de sauvetage des banques chypriotes inquiète. Et puis il y a un autre signe de la grisaille ambiante. En France, les Français sont plus pessimistes que
jamais sur leur niveau de vie futur. C'est ce qu'affirme ce matin l'Institut national de la statistique. En Asie, même tendance plutôt négative. La bourse de Tokyo a terminé en baisse de 0,6%, partagée entre les inquiétudes sur la zone euro et les propos rassurants du président de la Banque du Japon, qui s'est dit prêt à racheter de la dette d'État à plus long terme pour doper l'économie. Quant à l'euro, la monnaie unique oscille autour de ses plus bas niveaux depuis 4 mois face au dollar. Direction maintenant l'Afrique du Sud, où se tient aujourd'hui et demain le sommet annuel des pays émergents, les fameux BRICS. Oui, c'est un terme inventé par un économiste de Goldman Sachs au début des années 2000 et qui désigne ce club informel de puissances émergentes, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine. Et depuis 2011, l'Afrique du Sud, des économies en plein boom qui devraient dépasser les grandes puissances occidentales d'ici 2032 très précisément. Elles représentent aujourd'hui un quart de la richesse mondiale et 43% de la population mondiale. Leur ambition, peser davantage au sein des institutions internationales, voire se doter de leurs propres institutions. Il sera notamment question à Durban de créer une banque de développement pour financer des infrastructures. Et parmi les personnalités qui vont assister à ce sommet, il y a bien sûr le nouveau président chinois Xi Jinping. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique. La deuxième économie mondiale s'y approvisionne notamment en pétrole et en ressources minières. Mais la relation Chine-Afrique est souvent mal perçue par les Africains qui dénoncent l'opportunisme chinois. Regardez, ce sont les précisions d'Ashreen Verdian. Relation d'égal à égal, c'est en ces termes que Xi Jinping conçoit la relation Chine-Afrique. Arrivé en Tanzanie dimanche, il a signé plus d'une douzaine d'accords commerciaux et de coopération avec le président Kikwete. La tournée africaine de Xi Jinping est placée sous le signe du développement des relations économiques avec l'Afrique, une chance que le continent doit saisir selon cet analyste. Je pense que le continent africain a ici l'opportunité unique d'approfondir la coopération qu'il entretient avec la Chine. Cela nous a permis de mieux nous développer. Nous avons eu une croissance beaucoup plus rapide ces 10 dernières années. Grâce à la Chine, des infrastructures ont été construites que nous n'avions pas auparavant. Depuis 2009, la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique. L'an dernier, leurs échanges se sont élevés à 155 milliards d'euros. Mais en Afrique, on s'interroge bien souvent sur les intentions chinoises. Pour beaucoup, la Chine n'est intéressée que par les richesses du sous-sol africain, pétrole et ressources minières essentielles à la croissance de la seconde économie mondiale. Quand vous regardez l'influence des Chinois en Afrique, même là où l'investissement chinois se fait dans des projets massifs, il n'y a jamais de transfert de technologie ou de savoir-faire. Ça, ils l'amènent. Et ils utilisent la main-d'œuvre chinoise. Et donc, tout cela doit vraiment changer. Conscient de cette image, Xi Jinping a veillé à dissiper les malentendus, appelant à respecter la dignité et l'indépendance du continent sans imposer aucune loi. Le président chinois a aussi annoncé fournir 15,5 milliards d'euros de crédit aux pays africains d'ici 2015. Une dernière information qui concerne le secteur aérien et peut-être une lueur d'espoir pour Boeing. Oui, le vol d'essai pour tester les batteries du 787 s'est passé comme prévu, a déclaré l'avionneur. L'appareil a utilisé un système de batterie revu et corrigé. Je vous rappelle que ce sont des problèmes de batterie qui clouent l'appareil au sol depuis la mi-janvier. L'Américain espère désormais recevoir le feu vert des autorités pour reprendre ses vols dans les prochains jours. Merci beaucoup Karina, c'était le journal de l'économie. Restez avec nous d'ici quelques minutes, c'est Elisabeth Alain qui prend le relais. Et tout de suite, c'est la météo.